La session de l'après-midi, le Conseil consultatif m'a demandé de présenter les synthèses des discussions qu'on a eues ces 2 derniers jours. On a fait ça évidemment, vous imaginez, dans la rapidité. On n'a pas eu beaucoup de temps, donc je vous demande de l'indulgence par rapport à ce qui sera écrit. Et s'il y a des choses que vous voudriez voir modifiées ou changer, le plus simple, pour ne pas avoir un débat trop long ici, c'est de l'écrire ensuite par email. Alors, j'avais espéré qu'ils puissent les diffuser, les diffuser ici, mais l'écran est réservé pour les vidéos. Donc, désolé, on ne peut pas projeter les conclusions, mais donc je vais simplement les lire, agora après agora. Et comme ça, voilà, si vous avez des remarques, prenez-en en note, parce qu'après, on passera à la session de clôture de l'Assemblée. Alors, on a la méthodologie qu'on a décidé d'appliquer ici. On a demandé aux preneurs de notes, que je voudrais remercier d'ailleurs pour leur travail, de diviser la synthèse en plusieurs points. D'abord, ce qu'on a appelé les points communs, c'est-à-dire ce qui est commun à tous les partages d'expériences que vous avez faits, et donc qui sont des points généraux plutôt factuels. Ensuite, on a parlé des points de discussion, c'est-à-dire des choses qui sont sans doute plus sujets à débat, mais pour lesquelles voilà, on n'a pas pris le temps de débattre parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ensuite, on a imaginé les perspectives, c'est-à-dire les perspectives citoyennes de nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on trouve qui devrait être fait. Enfin, on a mis une partie proposition. Parmi propositions, c'est vraiment les propositions, justement, qu'est-ce que l'ACM peut faire, qu'est-ce que la FACM peut concrètement faire, parce que, évidemment, ce n'est pas nous, en tant que réseau citoyen, qui allons changer toute la politique méditerranéenne, mais on peut agir concrètement sur certains petits points. Et enfin, il y aura quelques petites conclusions. Alors, je vais commencer par la synthèse de l'Agora 1. Alors, attendez un petit instant. Voilà. Je vais la faire en français. On a déjà fait la traduction en anglais, voilà, parce que pour moi, c'est plus facile de lire en français. Donc, qu'est-ce qu'on a imaginé dans l'Agora 1, dont je rappelle le titre, « Printemps méditerranéen et citoyenneté méditerranéenne, 10 ans plus tard ». Alors, les points communs qui ont été identifiés sont les suivants. D'abord, évidemment, il y a eu ce qu'on a appelé les printemps méditerranéens, tout autour de la Méditerranée, pas seulement dans les pays arabes. Il y avait de nombreuses revendications qui concernaient la liberté, les droits sociaux, l'état de droit, le pouvoir d'achat. Ces printemps ont suscité beaucoup d'espoir et des attentes très élevées, mais on a pu malheureusement noter un manque de leadership et d'organisation dans les mouvements, ce qui fait d'autres choses, que les attentes des citoyens n'ont pas été satisfaites et qu'on n'a pas pu assister à des vrais changements systémiques, que ce soit dans l'administration, dans la culture politique ou dans la culture de la corruption. Ces soulèvements ont été souvent suivis de chaos, voire de guerre civile et d'une émigration massive. Enfin, on a assisté malheureusement à des contre-révolutions et la remise en place de pouvoirs autoritaires. On a aussi parlé beaucoup des conflits. On a noté qu'il y avait une absence de solution et même une détérioration dans les conflits existants. On pense notamment à l'occupation de la Palestine ou le Sahara occidental. Et il y a eu l'émergence de nouveaux conflits, évidemment. Je n'apprends rien à personne, en Libye, en Syrie. Et qu'on a noté une très faible participation des pays européens à une tentative de résolution de ces conflits. On a noté l'abandon total de la population palestinienne et une augmentation de la répression et de la colonisation de la part d'Israël. Et une influence croissante, en fait, de puissances extérieures et une diminution de l'influence européenne dans la région.
On a aussi évoqué, on a constaté aussi quelques points au niveau politique, qu'il n'y a pas eu de réforme de l'administration ou des services de sécurité suite au printemps, que, comme disait Ahmed, il y a une démocratie procédurale qui s'est mise en place, mais qui manquait de mécanismes de check and balance. On a eu évidemment cette contre-révolution que j'ai déjà évoquée. On a eu une intensification de la répression et basée sur une rhétorique de sécurité avec la mise en place de peur, du terrorisme ou de menaces extérieures. On a noté le retour de la dictature au sud et au nord de l'extrême droite, qui sont évidemment des menaces pour notre présent et pour notre avenir. On a noté que les intérêts privés économiques ont tendance à affaiblir la capacité d'action des États. Qu'il y a évidemment une augmentation et une continuation de la corruption, tant au nord qu'au sud, et que celle-ci a beaucoup de conséquences. Qu'on a remarqué une faiblesse de la justice et une diminution de l'état de droit. Une mauvaise utilisation des médias sociaux par les partis d'extrême droite pour promouvoir leur idéologie à travers une argumentation simpliste. Et on a remarqué que l'Europe a finalement accueilli avec satisfaction le retour de régimes autocratiques comme frein à une menace islamiste. Alors le dernier point ici donc on a constaté, c'est l'immigration massive en fait. Depuis les pays en guerre ou en conflit ou en révolution vers l'Europe et une augmentation en Europe de l'intolérance et de la discrimination vis-à-vis des migrants et des réfugiés, voire même une criminalisation des migrants et des réfugiés. Alors ça c'est voilà, tout ce qu'on a constaté. On a eu quelques points de discussion. On a défini que les régimes ont façonné une certaine culture politique qui accepte l'autoritarisme de la part d'une partie de la population du pays, que 10 années, c'est finalement une période assez courte pour des changements structurels, que les organisations internationales et les États dans leur forme actuelle ne sont plus vraiment aptes et façonnés pour résoudre ces crises, que la lutte pour la liberté et les droits dans les pays arabes ne peut pas être séparée de la lutte de la population palestinienne pour sa liberté et pour ses droits. Alors, quelles perspectives, justement, pour l'avenir? Quelles ont été les perspectives citoyennes définies pendant la première Agora? On demande une coopération constructive à l'intérieur et entre les pays comme seul moyen de résoudre les problèmes et de bâtir la confiance. On pense que le dialogue à tous les niveaux et dans tous les pays méditerranéens peut apporter des solutions, que de nouveaux outils et mécanismes doivent être mis en place pour renforcer ce dialogue et cette coopération, qu'il faut évidemment faciliter l'inclusion et l'émancipation des populations fragiles ou discriminées, que nous devons absolument impliquer les jeunes dans les questions politiques et de restructuration de nos États, que pour défendre les démocraties, nous devons trouver les moyens d'utiliser les médias sociaux à notre avantage, que les pays européens devraient pouvoir se partager de manière plus solidaire la gestion des flux migratoires. Et donc nous plaidons aussi pour des meilleures conditions d'accueil des migrants. Alors il y a eu les conclusions de l'Agora ont quand même été assez pessimistes malheureusement. On s'est dit qu'après 10 ans, il n'y avait pas eu une évolution positive, que les espoirs citoyens étaient en recul et que finalement les frustrations perduraient. Qu'il y a eu des retours de dictature et même une certaine acceptation de la part de certains de ce retour, et que dans le même temps, en Europe, on a eu une consolidation durable de la présence des partis d'extrême droite. Et donc, on dit que seul le dialogue et la coopération à travers de nouveaux outils peuvent répondre aux attentes des citoyens.
et donc que la Fondation, ici, doit donc rester peut-être un de ces outils, comme un espace de liberté et d'expression et de proposition, et que nous devons donc la renforcer. Voilà, ça c'est les synthèses de l'Agora 1. J'espère que le schéma vous convient, et si ça ne va pas, ben, n'hésitez pas à nous l'écrire. Alors, on va passer maintenant à l'Agora 2. Attendez, parce que je vais juste l'avoir en français, c'est important pour moi de l'avoir en français. Alexandre. Où est-ce qu'elle est? La 2 en français. Est-ce que la traduite quelque part? Elle m'a dit qu'il l'avait envoyé. Merci. C'est celle-là. Voilà, excusez-moi, c'est pas vrai. J'espère que c'est en français. Je vais le lire en anglais alors. Enfin, je la traduire en direct alors. Ah voilà, super, merci. Super, parfait, parfait. Alors, merci pour votre patience. Bon, je vais essayer de faire ça vite parce que je comprends que l'exercice est un peu fastidieux et peut être un peu soporifique, surtout après le déjeuner. Donc, l'Agora 2 concernait les inégalités méditerranéennes dans le contexte de la crise Covid et son impact sur les sociétés méditerranéennes. Donc là, vraiment, on a concentré le travail sur la crise Covid. On a noté dans les points communs un niveau insoutenable d'immigration des jeunes en raison de la pauvreté, du manque de perspectives que leur pays d'origine leur offre et des bas salaires. On a noté donc un exode massif aussi des cerveaux qui nuit aux économies des pays d'origine. Qu'on a constaté que les inégalités de genre continuent d'exister et ont parfois été renforcées par la pandémie. Que le conservatisme religieux et le dogmatisme façonnent beaucoup trop les opinions politiques et l'opinion publique. Qu'on a noté l'émergence de théories du complot et également que la crise Covid en fait a exacerbé de nombreuses inégalités et les dysfonctionnements structurels des États. Par exemple, elle a empêché de nombreux enfants de familles pauvres d'accéder à l'éducation pendant les périodes de confinement et d'enseignement à distance. Elle a mis en évidence les très graves dysfonctionnements aussi dans les systèmes de soins de santé. Et on a remarqué un nouveau facteur d'inégalité qu'a provoqué cette pandémie, c'est l'accès et la maîtrise des outils numériques qui créent des dissensions, des inégalités plus fortes encore entre les gens. Qu'évidemment, cette pandémie a provoqué du chômage de masse, et notamment dans l'économie informelle. Elle a accentué le déséquilibre dans la distribution des richesses, que la mobilité a été rendue plus difficile, que de nombreux pays n'ont pas vraiment réussi à mettre en place des campagnes de vaccination efficaces. Et on a noté les différences de taux de vaccination entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. Et on a souligné aussi la grande absence d'anticipation et de clairvoyance de certains gouvernements face à la situation et l'incapacité de se projeter à moyen terme. Alors, de quoi quels ont été un peu les points de discussion? Évidemment que l'absence de vaccination et ces inégalités dans la distribution des vaccins créent des nouvelles inégalités dans les droits, tels que la liberté de circulation ou le droit au travail, que d'autres questions telles que la pénurie d'eau ou le changement climatique doivent rester, malgré la pandémie, des sujets d'intérêt et d'importance dans l'agenda politique.
qu'on doit essayer de réfléchir à la manière d'encourager les jeunes à rester et à s'investir dans leur pays d'origine. Mais bon, on ne peut pas non plus leur imposer. Hein. La pandémie a aggravé la situation critique, évidemment, de la population dans les zones des guerres ou les zones sous occupation. On s'est demandé aussi si les systèmes éducatifs étaient encore bien adaptés aux besoins économiques et sociétaux des pays. Donc, on a... ok, dans les perspectives... Dans les perspectives, on trouve qu'on devrait pouvoir faciliter l'accès et assurer un accès plus égal à la vaccination, que nous devons promouvoir des formations aux outils numériques pour les personnes discriminées et plus vulnérables, qu'on doit travailler pour réduire les inégalités afin d'éviter qu'elles augmentent pendant une crise sanitaire. On doit évidemment faciliter, malgré la pandémie, la mobilité dans les pays et évidemment dans la région méditerranéenne. Que l'éducation, le système d'éducation et de soins de santé doivent être vus par les autorités publiques comme un investissement plutôt que comme un coût. Et donc investir évidemment dans ces deux secteurs, et d'encourager des bourses d'études et des programmes d'échange pour les jeunes. Alors ici on a des propositions concrètes. On pense que la FACM devrait réaffirmer le devoir universel d'aider les migrants et les réfugiés, et particulièrement quand ils sont en mer. On pense aussi que la FACM devrait réaffirmer le droit de libre circulation, en fait, et promouvoir la libre circulation dans le bassin méditerranéen. Alors, dans cette deuxième agora, on a conclu que, évidemment, le Covid a renforcé les inégalités structurelles qui existaient déjà dans les sociétés méditerranéennes, mais en plus, on a créé de nouvelles. Elle a créé qu'on a cette immigration massive de la jeunesse qui va évidemment aggraver les potentiels de développement, enfin empêcher le potentiel de développement des pays d'origine de ces jeunes, et qu'évidemment la sécurité en Europe est dépendante de la sécurité dans le bassin méditerranéen et au Proche-Orient. Voilà pour les conclusions de l'Agora 2. On va passer à l'Agora 3. L'Agora 3, attendez un petit instant. Donc, on a parlé de solidarité et d'échange en cette période Covid. Alors là, il y a eu des partages d'expériences. Donc, c'est un point en plus méthodologique que j'ai rajouté, c'est les partages d'expériences. Notamment, il y a eu pas mal de partages d'expériences de cercles. Alors, qu'est-ce qu'on a noté comme point commun ? Que la pandémie a évidemment créé des situations nouvelles pour tout le monde, négatives, mais qu'elles ont pu s'avérer positives, que la distanciation et le confinement ont isolé les gens et ont réduit les contacts humains, que cette pandémie a fragilisé les parcours des jeunes, a pu les stigmatiser et a créé des doutes sur leur capacité de croire en un avenir meilleur. On a constaté l'incapacité du système scolaire à répondre positivement et efficacement à la situation sanitaire, mais on peut noter une résilience de la jeunesse qui s'exprime par une énergie et un engagement plus importants, ainsi que par l'émergence de solidarités nouvelles, notamment dans un usage plus intelligent et plus pratique du digital. Ils sont devenus ainsi, de passer de acteurs, ils sont devenus leaders. Mais évidemment, toutes ces ressources partagées n'ont pas été accessibles de manière égale à tous. La jeunesse a mis en place des actions de sortie du mode de survie par la conscience sociale qui s'est exprimée sur le terrain par des initiatives individuelles et collectives. Alors, on a noté dans le tissu associatif des pertes d'adhérents et de bénévoles pour de nombreuses associations. On a constaté aussi la criminalisation, parfois de la solidarité envers les migrants et les réfugiés, aux violences et aux brutalités à leur encontre, ainsi que de l'existence de lieux et d'espaces sans droit pour eux. On a remarqué aussi que la solidarité peut parfois être limitée par des dispositifs légaux et des pesanteurs bureaucratiques.
Alors, il y avait des points de débat. On a constaté qu'il y a quand même la grande difficulté en tant que citoyen d'agir au niveau gouvernemental. Et on a quand même dit que la solidarité peut émerger de notre prise de conscience, car nous faisons tous partie de la même famille. On a fait justement ces partages d'expériences. Alors, Samir nous a parlé de l'Assemblée des jeunes citoyens méditerranéens qui démontrent l'engagement des jeunes pour un futur et une Méditerranée partagée. On a noté l'organisation de nombreux événements en ligne pour les artistes. C'est aussi Sam qui a parlé de ça. Alexis, il a parlé, lui, de cette dynamique de coopération entre ces Fab Labs pour proposer des solutions pratiques face à la pandémie. Donc, on voit les aspects positifs quand même qu'ont pu parfois développer, qu'ont pu permettre la pandémie. On a aussi une certaine solidarité internationale, notamment celle évoquée par Ahmed en Tunisie, qui peut rendre de l'espoir aux populations. Et enfin, on a noté la grande réussite du projet Antigone comme moyen d'expression, donc des différents cercles des Balkans, comme moyen d'expression culturelle citoyenne. Alors dans les perspectives, qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait changer? On devrait promouvoir un engagement de la jeunesse qui a pallié à certains moments aux insuffisances de l'État et des autres institutions en charge de la solidarité. On doit absolument travailler plus avec les jeunes, puisque c'est notre avenir, et qu'ils ont prouvé évidemment leur capacité à changer et à faire changer les choses. On doit absolument travailler sur le renforcement de la protection des migrants et des réfugiés pour leur permettre de bénéficier de leurs droits, à l'instar de l'ensemble des pays où ils résident, et notamment en ce qui concerne la vaccination. On doit retrouver une diversité et une transmission des pratiques culturelles et associatives, et ne pas toujours opposer les actions gouvernementales à celles des actions citoyennes. Il faut favoriser l'écoute active, mais ça c'est pour chacun, et l'empathie entre citoyens, donner de l'importance au dialogue interreligieux et intergénérationnel, afin de faire reculer l'ignorance sur les questions du pluralisme religieux. Et on a parlé aussi de la ruralité, en se demandant si on ne devait pas rendre les territoires ruraux plus intelligents avec le recours aux innovations technologiques et redéfinir la relation entre le monde rural et la ville. Alors en termes de propositions pour la FACM, on suggère de faire un plaidoyer pour des politiques nouvelles dans le secteur agroalimentaire, de développer et promouvoir des actions de dialogue et de partage par l'art, notamment au sein de la jeunesse méditerranéenne. Et en conclusion de cette agora, voilà, il faut ne jamais oublier de se concentrer évidemment sur le bien-être général de sa population et sur des politiques de santé publique, plutôt que uniquement sur la pandémie. On sait que la solidarité, on l'a constaté, apporte de l'espoir à la citoyenneté et aux citoyens, et qu'on n'a pas une société solide sans solidarité. Ça, c'était donc les résumés des discussions de l'Agora 3. Je vais passer maintenant aux discussions de l'Agora 4 et on aura fini. Voilà, donc la synthèse de l'Agora 4 qui envisageait les horizons futurs. Donc ici, on a pas mal de perspectives futures, puisque c'était le thème de l'Agora. Mais dans les constats communs, on note que nos systèmes alimentaires sont malades, qu'il y a une désertification en route, et donc des déplacements qui impliquent des déplacements de population, qui auront des conséquences, qu'au niveau agricole, il est difficile de trouver des nouveaux exploitants capables d'utiliser les technologies nécessaires pour travailler la terre, que le gaspillage alimentaire est une réalité permanente et qu'on retrouve partout. Qu'on peut quand même constater des choses positives, c'est que la pandémie a permis une amélioration des infrastructures de transport urbain et léger dans les villes, et donc a donné plus d'espace aux piétons et aux transports légers qu'aux voitures. Elle a montré aussi que beaucoup des modèles théoriques, tels que l'utilisation rationnelle des ressources, une consommation responsable de chacun, étaient en fait des modèles possibles et réalistes.
On a vu aussi que l'espace privé pouvait parfois apparaître comme un refuge face à un espace public devenu dangereux à cause de ce virus qui circule. Alors ici, un point de discussion qui a été évoqué, on a dit que l'économie, enfin quelqu'un a dit, parce que c'est pas on, quelqu'un a dit que l'économie circulaire était finalement un concept inapplicable, et ça c'est sujet à débat, qu'il faut évidemment repenser le système économique, mais savoir jusqu'où il faut aller dans ce changement, en se demandant si la mondialisation est toujours la voie vers le progrès. Donc peut-être que nous devrions penser à certaines décroissances. On s'est demandé aussi comment rendre la nourriture de qualité plus accessible au plus grand nombre. Mais qu'on ne doit pas oublier non plus qu'on peut, en tant que citoyen consommateur, qu'on a un pouvoir d'action, et encore plus fort s'il est concerté entre organisations de la société civile. Et de nouveau, on peut réfléchir aussi aux actions simples que chaque citoyen peut entreprendre individuellement et collectivement pour améliorer la qualité de l'environnement. Et donc ici, on a aussi donc beaucoup de perspectives supplémentaires. On a parlé de la nécessité du changement de système, notamment le système agroalimentaire, pour qu'il soit durable, qu'il protège les ressources naturelles et qu'il soit respectueux des générations à venir, qu'on doit accorder une plus grande place, bon évidemment ça va de soi, aux énergies renouvelables face aux énergies fossiles, qu'on doit évidemment, mais ça a déjà été dit, donner un accès, favoriser l'accès aux outils technologiques aux petits agriculteurs et faire la promotion de droits liés à l'environnement et à la durabilité, le droit à l'alimentation, le droit à un environnement sain. On se demande s'il ne faut pas profiter de la situation actuelle pour vraiment inciter un changement des habitudes de consommation des citoyens, notamment en attaquant les comportements de gaspillage. On doit changer notre rapport à l'alimentation, de manger plus, on doit manger responsable, on doit on a noté une nécessité de donner plus d'autonomie au territoire dans sa production agricole, et promouvoir également l'agroécologie, que le système agricole devrait travailler de manière en coopération plutôt qu'en concurrence. On a parlé pas mal d'économie sociale et solidaire, et on a dit que c'était important de faire la promotion de l'utilisation de cette économie sociale et solidaire, notamment entre organisations sociales et solidaires. Il faut rappeler évidemment que nous sommes tous, du nord ou du sud, des habitants de la Terre, et que les dérèglements climatiques nous affecteront tous. Qu'il faut évidemment insister sur la formation, il faut insister dans la formation sur l'urgence du changement climatique. Et alors au niveau des migrants, on pense qu'on doit... Attendez, on parle. On doit promouvoir des conditions de travail décentes et le respect des droits des migrants dans le travail agricole. Alors, quelques propositions concrètes pour l'ACM. On pense qu'on devrait faire du plaidoyer pour que les activités à fort impact négatif sur l'environnement ou les terres ne soient évidemment plus subsidiées ou financées par les pouvoirs publics. Qu'on devrait faire du plaidoyer pour intégrer plus les modèles d'économie sociale et solidaire dans les cours d'économie, puisque ça fonctionne et que ça représente une partie importante de l'économie, qu'on devrait inclure dans les activités de l'ACM, faire des activités autour des thématiques de l'agriculture et de l'alimentation et de la transition écologique, qui sont d'ailleurs des priorités de la Fondation qui finance l'ACM. Et enfin, on s'est dit qu'il fallait favoriser la coopération entre les cercles et nos propres associations sur les pratiques qui fonctionnent et sur les défis futurs. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention, parce que c'était peut-être indigeste. Mais voilà, donc comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par écrit au secrétariat de l'ACM pour qu'ils puissent, des questions ou des choses que vous pensez nécessaires de rajouter dans ces conclusions, pour qu'on puisse les rajouter. Alors, la conclusion générale
de ces journées. Voilà, on va pas je trouve que c'est difficile de la faire à chaud, à part que évidemment ça a vraiment été un réel plaisir, je pense, pour nous tous de se retrouver après 2 ans et après ces confinements, de se retrouver, bon, en petit nombre, mais de se retrouver entre les cercles, entre le conseil consultatif et entre tous les acteurs de la fondation ACM. Donc moi, je vous remercie en tout cas à tous pour votre participation et je pense qu'on va bientôt passer à la séance de clôture, Vicente. Merci. Gracias, Geoffroy.